Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité, Maître Benewende Stanislas Sankara, reconduit à la tête de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Une désignation qui survient quelques heures après sa démission. Le parti de l'œuf l'ayant rejeté. On en sait plus dans ce journal. Et puis au Niger, l'adoption d'une nouvelle loi crée la polémique. Il s'agit d'une loi qui autorise l'interception des communications téléphoniques visant à lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'ingérence du pouvoir dans la vie privée des citoyens nigériens. Des détails en cours d'édition. Enfin, le monde célèbre aujourd'hui la journée sans tabac, l'occasion pour la rédaction de vous proposer un entretien avec Khalil Traoré, une victime des méfaits de la cigarette. L'homme nous conte sa mésaventure et prête sa voix pour interpeller l'opinion sur les dangers du tabagisme. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Je vous le disais en titre, 24 heures après sa démission, Maître Benewende Stanislas Sankara est aussitôt choisi pour la présidence de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Sa démission a été rejetée par ses partisans, eux qui voient en lui l'homme idéal pour diriger encore les instances décisionnelles du parti. L'acte est intervenu ce matin à l'occasion de la clôture du congrès extraordinaire du parti. L'enjeu majeur à présent pour Benewende Stanislas Sankara et son bureau exécutif est de préparer les élections à venir. Compte rendu avec Benjamin Kwame et Achille Ouedraogo. Ils sont 29 membres, avec pour président Maître Benewende Stanislas Sankara, le bureau exécutif de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Toute cette équipe est reconduite par les partisans et sympathisants du parti de l'œuf à l'occasion de la clôture du congrès extraordinaire. C'est après 48 heures de réflexion sur les règlements, les statuts et fonctionnement du parti que ce choix a été fait. Vous avez pris la résolution de rejeter ma démission. Eh bien, je prends acte que ceux qui rêvent que je serai président d'honneur ou dans l'ombre pour tirer les ficelles se détrompent. Nous sommes démocrates bon teint, mais au-delà de cela, vous congressistes, vous savez comment le parti est organisé. Vous savez comment le parti est structuré. Vous êtes suffisamment maintenant mature pour savoir qui d'entre nous peut conduire à bon port notre barque commune. Avant une possible désignation de son candidat pour les élections de novembre prochain, le parti de Benewende Sankara, au cours de ce congrès, s'est penché sur le thème « Quelle stratégie de campagne pour une victoire éclatante de l'UNIPS aux élections couplées de 2020 ?» Des stratégies sont déjà affinées, mais avant, certaines activités aussi importantes que les élections sont en vue pour la vie du parti. Nous avons, au cours de l'année 2020, un certain nombre d'activités qui nous intéressent, comme par exemple pouvoir faire des mélanges en l'honneur du président Thomas Sankara, travailler à rendre également hommage à tous ses anciens compagnons. Et nous pensons aussi que notre parti, l'UNIPS, a eu sa reconnaissance officielle il y a 20 ans. Donc nous allons travailler à commémorer le 20e anniversaire de la naissance du parti. Mais tous les enjeux vont tourner autour des élections. L'UNIPS est membre de la majorité présidentielle, mais à cette occasion n'a pas manqué d'analyser froidement la gouvernance du MPP. Il relève certains mots comme le clientélisme et la corruption. Je me sens très bien dans la coalition. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le devoir de dénoncer l'état de la société. Même les militants du MPP qui sont honnêtes dénoncent cet art que notre peuple condamne. Maintenant, nous pensons qu'il faut trouver une solution à cela. La lutte contre la corruption, contre l'impunité, le clientélisme, la stigmatisation, tout ce que nous disons, c'est corrosif, ça détruit le tissu social. De nouveaux militants ont fait leur adhésion dans le parti. Désormais, il est rappelé aux militants et sympathisants la discipline, l'engagement et la mobilisation autour des idéaux du parti pour garder l'œuf toujours bien fermé.
Samedi noir dans le village de Kompiembiga, c'est à l'est du pays où plusieurs personnes, notamment des marchands et des acheteurs de bétail, ont été tués par des terroristes. L'incident s'est produit aux environs de 12 heures dans le marché de bétail de la dite localité où ces individus armés ont débarqué sur des motos et ont ouvert le feu sur les populations présentes sur les lieux. Le bilan fait état de 25 morts et de plusieurs blessés. Cette attaque survient au lendemain de celle qui a ciblé un convoi de marchands vendredi dernier sur l'axe Sitao Solé dans le nord du pays où 15 commerçants avaient également été tués. Direction Niamey à présent où le Parlement nigérien vient d'adopter vendredi dernier une nouvelle loi autorisant l'interception des communications téléphoniques pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cette loi s'inscrit dans la recherche des renseignements concernant l'atteinte à la sécurité de l'État. Les preuves recueillies peuvent être utilisées dans le cadre des enquêtes et poursuites pénales diligentées par les autorités judiciaires selon les termes du document. Les interceptions des communications seront effectuées par des services techniques compétents sur toute personne contre laquelle il existe de sérieuses raisons. Une loi contestée par l'opposition parlementaire qui dénonce la volonté du pouvoir de priver les Nigériens de toute vie privée dans leurs communications. Le Niger, il faut le rappeler, fait face aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliennes dans l'ouest à ses frontières avec le Mali et le Burkina et dans le sud-est aux raids meurtriers des islamistes de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Dans sa dernière parution du mois de mai, le magazine Jeune Afrique nous apprend que l'ex-président du Faso, Blaise Compaoré, serait au Qatar. Les raisons ne sont pas précisées, mais à en croire certaines sources, Blaise Compaoré s'y est rendu dans le cadre d'une médiation pour la libération de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition politique malienne, capturé par des terroristes alors qu'il était en tournée dans le cadre des élections législatives. Des informations à prendre tout de même avec des pincettes. Depuis le 21 mars dernier, les Burkinabés vivent sous un couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Au fil du temps, la lassitude aidant, certains citoyens ont commencé à réclamer la levée de cette mesure. Pour le moment, le gouvernement n'ayant pas donné de réponse favorable à cette requête, les forces de défense et de sécurité continuent de veiller au respect de cette mesure édictée. Le couvre-feu est-il encore respecté comme il se doit dans la capitale burkinabé? Élément de réponse dans ce reportage signé Gilles Lasda et Bachirou Sawadogo. En circulation aux heures dédiées au couvre-feu dans la ville de Ouagadougou, de nombreux usagers subissent le contrôle de la gendarmerie nationale. Nous sommes à Bendogo, à quelques centaines de mètres de l'échangeur de l'Est, route de Fadan-Gourma. Il est un peu plus de 22 heures et Benjamin Dabiré obtempère au contrôle des Pandores. Il a les documents nécessaires expliquant sa présence dans les rues de la capitale à 16 heures. Oui, le coup est le laisser passer compte tenu de mon travail. Donc ce qui fait que on a des commandes de cache-nez à faire. Donc ce qui a fait qu'on est obligé de prendre un laisser-passer pour pouvoir mieux travailler, quoi. Et puis maintenant pouvoir descendre un peu plus tôt. Parce que je suis un couturier. Voilà. Parce que compte tenu des commandes, il faut forcément prendre plus de temps. Voilà, donc ce qui fait que même aujourd'hui, samedi, vous voyez que il est 22h et puis bon, c'est maintenant on rentre parce que moi je suis jusqu'à minuit là. Mais pour avoir le précieux sésame, il lui a fallu une bonne dose de démarche. Parce que je me suis renseigné, on m'a dit non, il faut que je prenne un document qui atteste que j'ai un marché à faire. Voilà, donc c'est compte tenu de ce marché, ce document que j'ai reçu là, donc j'étais obligé de me donner ça, quoi. Voilà. Et les usagers de la route se succèdent, bon nombre obéissant au contrôle. Pour certains, pas de laisser passer, mais les obligations sociales prennent le dessus. J'ai un petit frère malade et hospitalisé. Les accompagnants qui sont avec lui ont dû partir pour se doucher. Et moi, j'ai démarré à 21h de l'hôpital pour aller chercher à manger. Ils m'ont arrêté ici. Ils m'ont retiré la carte grise de ma moto. Je suis en train de leur expliquer pour qu'ils comprennent. Je suis en pleine négociation. Droit dans ses bottes, le capitaine Milogo lui observe le déroulé de la scène. Quelques minutes plus tôt, c'est l'adjudant Onadia Salifou, commandant de brigade de la compagnie de Nongre Massom, qui donnait les consignes à ses éléments. Et les choses se veulent très claires à ce niveau. Quelqu'un, demandez-lui d'abord d'éteindre son moteur. Lui saluer. Demandez gentiment s'il a un laissez-passer.
y a un laissez-passer, vous laissez continuer sa route. S'il n'y a pas de laissez-passer, demandez les papiers de son véhicule. Lui dites de se présenter à la brigade le lendemain matin pour être validé avant de prendre ses documents. Pas de coup de poursuite, ne pourchassez pas quelqu'un. Ensuite, pas de service corporel. À cette sortie est de Ouagadougou, des véhicules de tout type passent au peigne fin des gendarmes, Cap est ensuite mis sur un autre checkpoint, celui situé à proximité du barrage de Tanguin. Là, les choses sont plus calmes, quelques usagers sur la route, mais ils ont presque tous les documents en règle. Le capitaine Milowo et son équipe de supervision vont ensuite se diriger au point de contrôle de Signoguin, aux abords de l'échangeur du Nord. Nous faisons ce que nous pouvons aussi pour faire observer les mesures gouvernementales en rapport avec le couvre-feu. Et les éléments de travail ils sont sur le terrain et les résultats sont également là. En dépit de cela, demeurent quelques soucis. La sollicitation surtout du personnel parce que ce sont les mêmes qui sont dans nos servitudes tous les jours, qui sont également là le soir pour observer le couvre-feu. Vis-à-vis du personnel ou des usagers de la route, il y a également des gens qui refusent d'obtempérer aux injonctions des gendarmes et ça cause souvent des dégâts. Ça peut éventuellement amener des incompréhensions et amener souvent des réactions qui peuvent ne pas être correctes. Donc c'est pour cela qu'avant le départ, nous insistons sur les consignes qui consistent à laisser toute personne qui voudrait forcer le barrage à laisser partir. Voilà. On peut espérer sur un autre dispositif qui pourrait l'interpeller par la suite. Voilà. À Ouagadougou, dans le cadre du couvre-feu, la gendarmerie nationale opère par le biais de 4 sous-secteurs, à savoir Boulmiougou, Bascui, Signoguin et Nongormassom. Dans chaque sous-secteur, patrouille de 3 à 4 équipes. Elles sont constituées de plus d'une dizaine d'éléments. Et le capitaine Milogo d'appeler les habitants de la ville à respecter les différents contrôles. C'est là pour éviter de créer d'éventuels problèmes. Au Kenya, des chercheurs appellent 400 volontaires à participer à l'essai d'un candidat vaccin contre le coronavirus développé par l'université d'Oxford. Tous les participants doivent être des travailleurs de la santé vivant dans les villes de Mombasa et de Kilifi, où l'essai aura lieu. Le même candidat vaccin est déjà testé sur plus de 1000 volontaires au Royaume-Uni. L'essai de potentiels vaccins en Afrique contre le coronavirus a suscité une controverse, mais les chercheurs ont souligné que l'approbation réglementaire serait demandée avant le début de tout essai. Ils ont également déclaré que la participation du Kenya est cruciale si l'on veut que le vaccin puisse être utilisé sur le continent. Fumer la cigarette tue à petit feu, cette phrase qui trouve encore son sens dans la société burkinabé n'a visiblement pas encore eu d'impact positif sur certains fumeurs. Nous fumons par manque de travail à cause du stress, c'est juste un plaisir. Voilà autant d'arguments qu'évoquent des friands de la cigarette. Dans ce reportage que vous allez voir, ils affirment plutôt ne pas ignorer les conséquences de cette pratique, mais difficile pour eux de s'en défaire. Benjamin Kwame, Bachirou Sawadogo, reportage. Dans la cigarette, à mis dans la bouche. Ça même ça prend pas 50 minutes. Non, ça prend pas 50 minutes. Parce que si je prends un et puis je fume un, quelques semaines seulement, et puis c'est fini. Tu veux dire quelques minutes quoi, après ça? Quelques minutes, ça là, c'est fini. C'est ainsi que Joël démarre la plupart de ses matinées, avec 2, 3, 4 tiges en raison de 40 francs la tige, ou même un paquet au bout d'une journée. C'est ce que nous confie ce fumeur. Les raisons évoquées pour en prendre sont légion, pas de travail, donc l'oisiveté et les pensées les conduisent à fumer. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Quand tu es assis seul, là, comme ça, tu réfléchis seulement. Donc, pour éviter ces pensées, on en prend 2 ou 3 tiges et ça nous passe. Ce n'est pas la drogue, sinon nous-mêmes on sait que fumer là, c'est pas bien.
C'est le même schéma pour cet autre fumeur, chaque jour à son réveil. Quand je me lève le matin, c'est mon Nescafé avec ma cigarette qui me réveille. Voilà, c'est éveillement de sang. Même sur la boîte de Nescafé, ils ont mis éveillement de sang. Okay. Voilà, sur la cigarette, ils ont écrit, bon, pas bon pour la santé, mais pour nous, c'est la santé. Pour cet autre friand de la cigarette, c'est tout simplement un plaisir de fumer, difficile de s'en passer. La cigarette, on est dedans, on n'aime pas, mais comme on est déjà dedans, c'est quelque chose qui nous affecte. Même si tu ne fumes pas, tu n'es même pas à l'aise, quoi. Voilà, genre, et c'est pas... C'est un truc émotionnel, ça va être dedans, on ne peut même pas expliquer, quoi. Moi je fume, ça fait plus de 10 ans comme cela. Mais tu vois, souvent les trucs là, ça n'est pas bien. Souvent si on prend même si c'est 2 bâtons, ça se calme un peu. Tu vois, c'est ça aussi. Même j'ai pris le bon Dieu pour laisser la cigarette. Souvent tu dors même, tu as mal au cou même. Il a mal, mais il ne laisse pas. Mais alors, comment on peut être attaché à quelque chose qui nous détruit petit à petit? Gros point d'interrogation. Pour la plupart de ces fumeurs, le déclic est parti dès l'enfance avec des aînés qui les envoyaient acheter. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est quasi impossible de laisser. Et cela, malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça sera aussi, on va dire, où tu es à petit feu, comme on dit là? Tu es à petit feu? Ah, mon frère, toi, ton question là, moi, je ne comprends pas. Tu es à petit feu. Parce que quand on dit dans la vie, c'est la vie ou la mort. Voilà, si mon jour est arrivé, ce n'est pas la boîte de cigarette qui peut me tuer. Si mon jour est arrivé, je dois partir. Chez moi, le matin, je prends 2, je sors, je prends 1 ici. Arrivé au travail, je prends 2. Si je gagne espoir, je prends 2 encore là-bas. Bon, dans la journée, je peux faire un paquet et demi. Sur des paquets, des images effrayantes. Mais rien de tout ça ne les décourage. Bon, vraiment ça ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas fumer. Parce que tous les jours, on voit ça. On voit ça. Ça ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas fumer, mais ça fait peur. Mon frère, ça ne m'effraie pas. Mais c'est comme cela. Lui aussi, il a fumé, non? C'est la conséquence. Lui, si nous aussi, on va comme cela et puis on est là. Voilà, on va laisser là, on va laisser. Ils sont bien conscients des conséquences de la cigarette sur les santé. Certains veulent même arrêter. Eux-mêmes l'affirment, c'est juste une question de décision radicale. Pour arrêter de fumer, c'est une décision. Puisque si on t'a forcé d'arrêter d'allaiter ta maman, le lait maternel, en force, et que tu as pu arrêter, si tu as une bonne décision, tu peux laisser. Tu peux arrêter de fumer. Il n'y a rien sur cette terre qu'on ne peut jamais laisser, sauf le thau et le riz et de l'eau. Tous ces fumeurs ont la conviction qu'un jour, ils arrêteront de toucher la cigarette. Mais à leur niveau, les autorités, pour les décourager davantage, surtout la frange jeune, doivent laisser les actions de sensibilisation et miser sur le coût, la production et la vente en détail, affirme-t-il. Seulement ça pourra décourager beaucoup parmi eux. Mais en attendant, ce boutiquier s'en lave vraiment les mains, car par jour, il peut vendre une dizaine de paquets, ce qui lui fait un bon chiffre d'affaires. La consommation du tabac n'est pas sans conséquences sur la santé. Les maladies liées à son abus sont de diverses formes, au nombre desquelles le cancer. Une maladie qu'a contractée Khalil Traoré après avoir fumé près de 38 ans. Aujourd'hui, l'homme est guéri après plusieurs traitements qui ont coûté des fortunes. Cependant, les conséquences vocales sont là. Il est obligé d'utiliser un appareil spécial pour se faire entendre. En cette journée mondiale sans tabac, il interpelle les fumeurs à arrêter de prendre la cigarette pour ne pas mourir tôt. Khalil Traoré est interrogé par Benjamin Kwame et Constantin Sieda. Merci de me recevoir chez vous, téléspectateurs de la chaîne Au cœur de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est dimanche 31 mai 2020. Cette journée est consacrée à la journée mondiale sans tabac. Et à l'occasion, nous sommes avec une victime du tabagisme, la personne de M. Khalil Traoré, il est burkinabé. Il est aussi président de l'association burkinabé d'action contre les cancers tabagiques. Nous sommes bien sûr avec lui. Avec lui, nous allons également parcourir la question du tabagisme, justement, qui a fait beaucoup de victimes à travers le monde. Nous sommes liés aussi au Burkina Faso. M. Khalil, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie. Alors, dites, comment vous vous comportez? Comment ça va un peu chez vous? Vraiment, pour tout dire, je regrette d'avoir eu à fumer un seul jour de ma vie. Mais c'est vrai que
Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre quelque chose qui est arrivé, à savoir contracter un cancer dont je suis guéri. Mais depuis que je ne fume plus, je me sens renaître. Et ça fait quand même une bonne ou 2 bonnes dizaines d'années maintenant quand même. D'accord. Alors aujourd'hui, on constate effectivement que le tabagisme fait beaucoup de ravages, beaucoup de victimes. Quel est le regard que vous jetez justement sur ce combat-là, des jeunes qui s'adonnent de plus en plus au tabagisme? Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Burkina, c'est l'Afrique même qui est devenue une nouvelle cible des fabricants de cigarettes. C'est le nouvel Eldorado et le tabagisme. En résumé, c'est la maladie des pauvres. Et les fabricants aujourd'hui, ils en profitent énormément. Et je vois qu'on lutte comme on peut, mais avec des moyens très réduits par rapport à d'autres pays que j'ai eu à visiter, où aujourd'hui même allumer une cigarette dans des endroits donnés, on pourrait regarder comme un pestiféré. Mais ici, je ne sais pas c'est quoi les gens cherchent à noyer, soit ils se livrent à l'alcool. Et c'est toujours bien accompagné lorsqu'on fume, malheureusement. Mais les dangers et les risques qu'ils courent sont très énormes et difficilement supportables surtout. Donc, en matière de lutte, c'est la sensibilisation, parce qu'il est de plus en plus prouvé que quand on fume un paquet de cigarettes par jour, soit 20 bâtonnets pendant 5 ans, ça donne 36 500 cigarettes. Ça veut dire qu'on a 50% déjà de malchance de contracter un cancer lié à sa consommation. D'accord. Aujourd'hui, on constate effectivement que des gens donnent de multiples raisons pour pouvoir prendre la cigarette. D'aucuns disent que c'est juste le plaisir, d'autres disent que c'est le fait de rester vacant sans rien faire, ou encore les soucis. En tout cas, les raisons sont multiples. Mais est-ce que, selon vous, ces raisons-là tiennent la route pour que véritablement on puisse s'adonner à la cigarette, vous, et qui avez en tout cas consommé ce produit-là pendant un bon moment? A priori, je crois que c'est le fait de transgresser un peu les lois, soit qu'on est gamin et on veut fumer pour montrer aux autres qu'on est du même âge. Quand on vous dit que dans une cigarette il y a 4000 substances chimiques, et vraiment les unes plus cancérigènes que les autres, mais en tout cas elles sont toxiques à la base. Alors je vous dis pas, c'est pour banaliser qu'on commence à fumer et puis brusquement on se retrouve dedans. Sinon on ne peut rien noyer avec la cigarette, on ne peut pas noyer un souci avec la cigarette. Dans la cigarette il n'y a pas son bon, des cheveux aux orteils, partout où le sang passe, la cigarette passe avec son cortège de malheur, dont tous les organes sont susceptibles d'être atteints par les effets néfastes liés à la consommation de la cigarette. Visiblement, il n'y a aucune raison qui doit amener quelqu'un à pouvoir toucher la cigarette. Donc, il faut maintenant accentuer la sensibilisation. Absolument. Et donc, pour la création, c'est l'association burkinabé d'action contre le cancer tabagique. En réalité, il faut pouvoir, à travers la sensibilisation, retirer les uns et les autres des griffes de la mort, parce que toute personne aujourd'hui qui commence à fumer auprès d'une autre personne, on peut être sûr à 50% qu'elle va contracter une maladie quelconque. Dès lors que vous commencez à partir d'une cigarette même par jour, les effets cardiovasculaires commencent à s'installer malheureusement. Et on traîne ça et ainsi de suite jusqu'à ce que ça débouche sur des maladies un peu plus draconiennes telles que celles que moi j'ai connues. Parlons maintenant de votre association justement dans ce combat-là. Comment vous y prenez-vous? Comment vous organisez en termes de sensibilisation
en termes de combat personnel comme collectif que vous menez? À travers l'association, mais il faut dire que comme toute association, c'est un but non lucratif. Et c'est quand même dommage que jusqu'à l'heure où je vous parle, après 4 ans d'existence, l'association n'a enregistré aucun droit d'adhésion. Alors comment vous expliquez ça? C'est parce qu'il n'y a pas de dividende. Donc il y a beaucoup d'adhérents. Alors donc c'est pour vous dire qu'il y a un manque de moyens crucial qui fait qu'on ne peut pas mener nos activités à terme. L'activité principale de notre association actuellement, parce qu'on a revisité un peu les objectifs et on a revu ça quelque peu à la baisse. En ce jour donc, du 31 mai, journée sans tabac, un appel solennel et à l'endroit des autorités et à l'endroit de tous les fumeurs. Ils prennent véritablement conscience du danger de ce produit-là. À l'endroit des autorités, d'abord, ce que je vais demander, c'est qu'elles s'impliquent de façon plus claire et plus ferme dans la lutte contre le tabagisme. Parce que le tabac, aujourd'hui, en plus d'être un fléau, il cause un désastre sur tous les plans. Économiquement, sanitairement, quand quelqu'un est mort de tabagisme dans votre cour, c'est là que vous allez comprendre un peu ce que vous perdez. Et les autorités doivent s'impliquer et davantage à l'endroit des gens qui fument, qui ont fumé, qui ne veulent commencer. J'ai toujours dit, faites attention aux brunes, méfiez-vous des blondes allant de la cigarette, parce que c'est, n'est-ce pas, le produit qu'on donne à un condamné à mort avant de lui mettre le feu. C'est pour vous dire, faut pas ça continuer avec le tabac, parce qu'on n'en sortira jamais vainqueur, parce que ça coûte trop cher pour ceux-mêmes qui ont les moyens, à fortiori ceux qui n'ont pas à manger. Madame, monsieur, c'est donc ici que prend fin cet entretien. Monsieur Khalil, merci en tout cas de nous avoir reçus. Nous étions donc avec vous, vous avez été donc victime du tabagisme et vous êtes aussi présentement le coordonnateur général de l'association burkinabé d'action contre les cancers tabagiques. Merci à vous de nous avoir suivis. L'ancien Premier ministre togolais Apollinaire Yaovi Agboyibor n'est plus. L'homme politique et ancien bâtonnier est décédé hier à Paris à l'âge de 77 ans. Il a été Premier ministre du Togo de septembre 2006 à décembre 2007. Grand orateur, froid dans ses plaidoiries et cynique dans la défense, comme disent ceux qui l'ont croisé dans le prétoire, il est l'artisan du barreau moderne du Togo. Seul député indépendant, aimait-il à le répéter, au Parlement du Parti unique en 1984, Apollinaire Yaovi Agboyibor a réussi à convaincre le président Eyadema Gnassingbé de créer en 1987 la Commission nationale des droits de l'homme au Togo, une première en Afrique. L'avocat rentre en politique en 1990 avec son parti, le Comité d'action pour le renouveau, le parti des déshérités. Candidat à la présidentielle de 1998, il n'obtient que 9,5% des voix. Candidat malheureux aux présidentielles de 2003 et de 2010, cet avocat avait pris depuis ses distances du jeu politique. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Judith Timadi vous retrouve demain pour un autre bulletin d'information. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.